Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des Camerounais meurent de soif et de maladies hydriques dans le Septentrion, 8 ans après les promesses présidentielles. Les adductions d'eau potable et les forages annoncés dans le Septentrion sont rares dans la majorité des localités de l'une des régions les plus peuplées du Cameroun. Vous le verrez dans un grand reportage réalisé à l'extrême nord du Cameroun. Des enfants de 6 ans qui parcourent des kilomètres pour se disputer l'unique point d'eau avec des animaux sauvages. On en parle en ouverture de ce journal. Au regard des risques élevés de tensions de trésorerie au Cameroun, le Premier ministre exige la restriction des missions gouvernementales à l'étranger. Cependant, des experts estiment que ces mesures visant la réduction de train de vie de l'État sont inefficaces. Analyse et décryptage à suivre dans la page économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'extrême nord du Cameroun, dans la majorité des localités, des enfants de 6 ans sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour se disputer l'unique point d'eau avec des animaux sauvages. Là-bas, plusieurs populations meurent de soif et le taux de maladie hydrique a explosé dans des hôpitaux publics. Le constat est fait au moment où 4 enfants sont décédés à la recherche d'un point d'eau il y a quelques jours à l'extrême nord du Cameroun. Les populations se plaignent d'être abandonnées par les pouvoirs publics 8 ans après les promesses présidentielles. Très peu de points, très peu d'adductions en eau potable et de forages ont été construits dans cette région, l'une des plus peuplées du Cameroun. Du coup, c'est un véritable désarroi que vivent les populations. C'est un grand reportage que signe Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Enveloppé dans la végétation sahélo-désertique de l'extrême nord Cameroun, voici le village Rumzu, perché sur des versants de montagne et s'étendant dans la plaine. Rumzu est le numéro 1 dans l'arrondissement de Mogodé, précisément dans le département du Mayo-Tchanaga, en ce qui concerne la production de pommes de terre et autres, comme le soja et arachide, pour ne que citer cela. C'est une grande richesse une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Derrière ce paysage pittoresque, des milliers de personnes meurent de soif depuis des années. Combat de Rumzu, c'est plus de 30 quartiers même, vous voyez. Et on a au nombre de plus de 30 000 habitants, 30 000 âmes qui vivent ici. Mais vous avez constaté tout. Problème d'eau, c'est terrible. On n'a même pas l'eau. Faute d'eau potable en quantité, adultes, jeunes et petits, parcourent d'interminables distances à la recherche du précieux liquide. Une denrée bien rare, dont la plus douteuse, stagne dans cette mare. Plus de 10 km que les petits enfants âgés de 6 ans parcourent pour aller chercher de l'eau. Et on n'a pas de moyens pour que nous puissions en avoir, même ne plus qu'un petit puits, pour que nous puissions en avoir à boire dans cette puits. Vous voyez, les femmes sortent de 6 heures jusqu'à 20 heures, alignées derrière le pot de fourrage qu'on a dans le quartier, quittant de 10 km pour aller dans d'autres quartiers chercher là où il y a un peu d'eau. Y recueillir la moindre goutte d'une eau toute colorée est un combat de tous les risques de se noyer ou se faire charger par du bétail et autres troupeaux d'animaux. Et certaines personnes même amènent leurs animaux de longue distance pour boire cette eau et nous partageons avec les animaux. On se bagarre même avec les animaux comme les bœufs, les brebis et autres. Et le décès, on va faire comment? Parce que les parents, vous partez au champ, depuis que les enfants partent chercher l'eau. Vous voyez, donc les enfants, il y a des incidents. Sans force de pouvoir parcourir des kilomètres, pas mal de ménagères plongent dans des galeries souterraines, remontant en surface avec quelques gouttes souillées. Vous voyez, les femmes sortent de 6 heures jusqu'à 20 heures, alignées derrière le pot de fourrage qu'on a dans le quartier, quittant de 10 km pour aller dans d'autres quartiers chercher là où il y a un peu d'eau. Et aller combien de personnes qui vont pouvoir survivre avec cette quantité d'eau? Vraiment, c'est un problème. On dirait que c'est mieux encore les Éthiopiens.
À l'Éthiopie, ils ont le problème peut-être de la nourriture, mais ici chez nous, il y a à manger. Mais le véritable problème, c'est le problème d'eau. En manque d'eau de qualité et en quantité depuis des années, les maladies hydriques font des ravages au sein de la population de Rumzu. Cette eau que nous entrons de boire, nos enfants souffrent vraiment de maladies de ventre et ils meurent en divagation. Donc, essayez de voir dans nos situations. Qu'allons-nous faire? C'était même creuse à côté de cette mare pour traiter cette eau et javeliser, ça nous dérange à chaque moment. Sur les 3000 forages promis au Septentrion lors de la présidentielle de 2011, seuls 550 auraient été construits selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Pour ce nouveau septennat en cours, Gaston Elundu Esumba annonce la réalisation de 450 autres forages. Mais en attendant l'accomplissement de cette vieille grande réalisation encore en promesse, les gamins de Rumzu vont continuer à piétiner les sentiers chauds à la recherche d'une eau à boire, toute odorante et colorée. Bien loin du rêve de voir un jour les installations de la Camwater sillonner les villes et villages de l'extrême nord Cameroun. Premier vivier électoral de Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État. Des Camerounais réfugiés du fait de la crise anglophone souffrent également. Des Camerounais réfugiés du fait de la crise anglophone souffrent également le martyre. Le constat a été fait dans ces localités frontalières entre le Cameroun et le Nigeria. Là-bas, ils peinent à avoir accès à des besoins, des services sociaux de base, afin de pouvoir se nourrir, se vêtir également, étancher leur soif. C'est un reportage que signent Stella Mbou et Eric Martial Ndiomo. Le camp des réfugiés d'Adagom, dans l'état fédéral du Cross River, au Nigeria. Ici, plusieurs milliers de Camerounais survivent au quotidien dans des conditions extrêmes. La famine sévit avec acuité, l'eau potable reste une denrée rare, l'accès aux soins médicaux reste difficile alors que l'éducation est un luxe. Nous souffrons énormément ici. Pas de nourriture, ni d'endroit pour dormir, pas de matelas, pas d'eau. Quand nous avons de l'eau un jour, nous avons perdu au Cameroun. Mes chèvres, mes plantations, ma maison, tout est perdu. Je suis une veuve. Mon mari est mort dans cette crise. Je m'appelle Agar Rachel. Avant d'arriver ici au Nigeria, j'ai passé 2 semaines dans la forêt. Une fois au Nigeria, j'ai été hébergé par un monsieur nommé Aladi, avec tous mes enfants. C'est en décembre dernier que ce monsieur a payé des titres de transport pour que les enfants rentrent au Cameroun, retrouver mon père, parce que les conditions de vie ici étaient très difficiles. Plusieurs d'entre eux émettent le vœu de rentrer au Cameroun, mais 10 craignent pour leur vie. Les assurances du gouvernement, la création d'un comité de démobilisation, de désarmement et de réintégration, la mise en place du plan d'urgence humanitaire sont loin de les convaincre afin qu'ils regagnent le pays. Restés dans ce camp de réfugiés, ils doivent se contenter des dons de divers horizons. C'est le cas avec la fondation Aya Abiné qui, au chevet de ces réfugiés, apporte nourriture, médicaments, matelas et même manuels scolaires et tenues de classe. Nous comprenons ce que c'est que pour des personnes de vivre loin de leur pays. Nous comprenons le confort qui est le nôtre une fois rentrés au Cameroun, car rien ne vaut le chez-soi, malgré la guerre et l'insécurité. Le plus important serait qu'ils rentrent au Cameroun. Ils ne le feront que s'il y a un véritable cessez-le-feu. Ils sont mieux à la maison qu'ici au Nigeria. 4 camps de réfugiés accueillent plusieurs dizaines de milliers de Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest en terre nigériane. Les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène ont encore été bloqués. Des populations manifestent ainsi pour dénoncer la sous-évaluation de leurs biens. D'autres déplorent le non-paiement de leurs droits d'indemnisation. En visite dans l'un de ces foyers de détention, le ministre de l'Habitat a promis
un réexamen de cette situation litigieuse concernant la sous-évaluation des biens de ces populations victimes d'expropriation sur le tracé de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Célestine Ketia-Cortez les a sommés de libérer les emprises de l'autoroute en cours de construction à Yaoundé. Joël Sengue et Marcelin Gansop. Olodi Ahala 2, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène sont bloqués. Les populations riveraines ne veulent rien entendre. Madame la ministre, j'étais en mission à Saint-Benima. Quand mon frère qui habitait mon rez-de-chaussée m'appelle pour me dire « Sita, on a mis la croix sur la maison, on dit que l'autoroute va casser la maison. » Madame, je pouvais mourir. Est-ce qu'on ne peut même pas nous notifier de ce que nos maisons sont concernées? Si on me dit 72 heures, j'ai des familles, je ne sais pas là où je vais dormir, où je vais... C'est moi seul, je vais dormir dans les arbres. Mais les enfants, je vais les mettre où? Si on me fait loger, on me fait ce qu'on fait aux autres. Je libère, je ne suis pas contre l'autoroute. Et les chefs traditionnels, à en croire le préfet du Fundi, attisent plutôt le feu au lieu de l'éteindre. Avant d'être préfet, je suis chef traditionnel comme vous. Et quand on veut parler, il faut retourner sa langue dans sa bouche. J'ai tenu des réunions, nous avons parlé de l'autoroute. Vous avez pris la parole pour me dire, nous, à Halaké, on ne veut pas de cette histoire d'autoroute. Vrai ou faux? Oui, vous l'avez dit. Et je vous ai bêtement repris. Et vous recommencez aujourd'hui. Parce que vous voulez vous offrir un spectacle devant vos administrés. Le blocage est tel que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est sentie obligée de descendre à Ahala 2 pour parler aux populations. À vous, les sœurs qui êtes impactés, j'ai vérifié, vous n'avez pas déchargé l'indemnisation. Allez voir le payeur demain, vraiment déchargé. Nous allons prendre acte de tout ce que vous avez dit. Je compte sur vous pour que d'ici au 15, l'ordre de service qui lève la suspension qui coûte cher à l'État soit donné à l'entreprise pour que cette route se mette en place de manière paisible. Science tenante, le gouvernement a pris des engagements allant dans le sens de la décrispation. Nous allons donc appeler ceux qui méritent d'être appelés pour échanger, pour regarder les choses et se regarder dans les yeux. Mais ce qui est important, prenez les dispositions. J'ai pris note des doléances et je compte sur vous pour que la prochaine fois quand je viendrai ici, ce soit pour l'inauguration de l'autoroute. Exécutée à plus de 90%, la partie rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène va bientôt déboucher sur la nationale numéro 3 au niveau du quartier Ahala 2. Les travaux bloqués depuis plusieurs mois devraient reprendre afin que cette partie soit bouclée pour céder la place à l'exécution de la section urbaine de cette autoroute. D'un autre côté, des populations attendent la réhabilitation des voies principales et secondaires dans la capitale économique du Cameroun. Illustration dans le 3e arrondissement de Douala, là où les voies de contournement sont impraticables. Au lieu d'Ikombi jusqu'au quartier Bilongué, les populations se plaignent des difficultés de mobilité urbaine et les travaux de réhabilitation qui avaient démarré il y a quelques mois ont été arrêtés à la grande surprise des populations. Reportage d'Alaskana et Flavien Valondongo. Ici, le carrefour dit Entrébi. C'est à la pénétrante est de la ville de Douala. Les usagers qui empruntent cette route secondaire ont perdu le sourire. Une déviation que l'on pensait vraiment être une déviation qui devait sortir sur l'axe lourd, qui est complètement abandonnée. Disons même que les gens ont même déménagé. Ceux qui étaient seulement les locataires ont même déménagé. Parce que nous sommes vraiment fatigués. C'est tous les années. Demain, on nous a recensé en disant qu'on devait arranger la route. On n'a pas pu arranger la route. Des petits lacs qui jonchent la voie constituent des obstacles qui énervent les habitants du coin. Il y a des matins même, on se lève comme ça, on est que tout le monde est dans l'eau. Jusqu'à la cité de Bi que vous voyez là, c'est dans l'eau. Et chaque jour, on dit tout que on est en train de vouloir vous donner la route. Le délégué a dit que c'est les grands travaux, c'est ceci, rien. Regardez par exemple la rigole de l'autre côté, derrière vous là où vous avez garé la voiture. Ça, c'est un travail qu'on devait finir depuis. Elle est mauvaise, la route est mauvaise. La route est très très mauvaise. L'accès n'est pas bien. La bretelle qui devrait servir de raccourci, partant du lieu dit Entrébi à Kombi vers Dakar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala,
est un véritable chemin de croix. Pourtant, ça c'est une route qu'on avait dit que ça devait relier Dakar et sortir ici à l'Arc pour désengorger, même de côté et tout. Mais malheureusement, ça a dû des années. On pouvait quitter de l'Ancrébi pour arriver rien qu'à Carrefour Espoir. C'est la magie, il y a un lac là. C'est la souffrance. Comme tu vois là, même les grains, c'est des petits rigoles là. On continue là pour continuer, pour éclater ça. Tu vois, tout le monde reste ici dans la croisière, on ne sait pas. Ils ont engagé les travaux dernièrement, même le petit goudron qu'il y avait, ils ont tout enlevé. Et ils ont abandonné juste après les élections. Des rigoles non entretenues. La saison pluvieuse qui débute à peine dévoile le mauvais travail effectué par des structures décentralisées. Dans les papiers, nous on sait que la route est déjà faite. Nous on souffre à Bilongué depuis des années. Monsieur le maire a parlé une fois à la radio que de Douala 3e compte 104 quartiers. Et aujourd'hui, on vient nous parler que la route est déjà faite. Selon ce que lui-même il avait dit. Les travaux dits d'aménagement de cette bretelle, entamés il y a quelques mois par une entreprise de la place, ont été stoppés à Printemps, faute de moyens financiers. Entre-temps, le calvaire reste le compagnon des populations qui empruntent l'axe entre Li, Kombi, vers Dakar, à Douala 3e. C'est un lundi noir sur les routes du Cameroun. Au moins 4 personnes ont été tuées lors d'un grave accident de la circulation survenu très tôt ce matin sur l'axe Yaoundé-Kribi. Le ministre des Transports confirme le bilan officiel de 4 morts et près de 14 blessés selon un communiqué du ministre des Transports. Il fait savoir qu'une enquête a été ouverte et que les responsabilités seront établies, des sanctions sévères seront prises à l'encontre des auteurs de cet accident. Le ministre des Transports rappelle que l'abandon d'un véhicule en panne ou mal garé constitue une infraction répréhensible selon la loi. Il appelle les automobilistes à respecter le code de la route. Précisons que très tôt ce matin, le bus d'une agence Transcam Voyage en pleine vitesse a essayé d'éviter un camion mal stationné au niveau des Longues Batiti du côté de l'axe Yaoundé-Kribi-Yaoundé. Le conducteur qui a manœuvré en pleine vitesse s'est fait retrouver sous ce camion stationné. Bilan officiel, 4 morts. Et un autre accident est survenu en ce début de soirée du côté de Yaoundé. Un bus coaster de l'agence Garantie Express a entamé une descente folle au lieu d'Insam. De la Banque mondiale et du FMI, le gouvernement peine à réduire le train de vie de l'État. Pas moins de 100 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour les réunions ministérielles, des missions à l'étranger et l'organisation des autres commissions. Au regard des risques élevés de tensions de trésorerie, le Premier ministre exige la restriction de ces missions gouvernementales à l'étranger. La mesure concerne également des directeurs généraux d'entreprises publiques. Cependant, des experts estiment que ces mesures du Premier ministre sont peu efficaces pour réduire le train de vie de l'État au Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Si l'on s'en tient à ce message porté adressé au ministre délégué au secrétaire d'État par les services du Premier ministre, les demandes d'autorisation de sortie du territoire pour les conférences, séminaires, colloques et autres remises de prix dont les frais de déplacement sont supportés par le budget de l'État seront systématiquement rejetés. La note concerne les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés publiques et hauts fonctionnaires. Au terme de cette mesure instruite par le chef de l'État, seules les missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est avérée seront autorisées. Maître Georges Tegem du RDPC estime qu'il s'agit d'un acte orienté par la conjoncture économique difficile, liée notamment aux engagements du Cameroun auprès du Fonds monétaire international. N'oubliez jamais que nous sommes sur un programme économique avec le FMI. Et dans le cadre de ce programme, le FMI a également prescrit la réduction de la vie de l'État. Et le président de la République, avant son élection, au 7 octobre dernier, a pris l'engagement dans son programme de campagne de réduire le train de vie de l'État. Ensuite, élu, en prêtant serment, il a également confirmé cette option de réduire le train de vie de l'État. Donc cette correspondance s'inscrit dans cette droite ligne-là. Et je pense que le Cameroun est engagé sur plusieurs chantiers, notamment la crise anglophone, les crises de Boko Haram, il y a les chantiers de la CAN. Il me semble que cette mesure est amplement justifiée par la nécessité de prioriser certaines dépenses. Si l'opportunité de la mesure ne semble pas faire débat,
C'est sa capacité à lutter contre les dépenses fantaisistes qui suscite des interrogations. L'économiste Emmanuel Kounié rappelle par exemple que le budget de l'État est constamment rongé par les dépenses de fonctionnement à divers niveaux. Si nous nous en tenons aux chiffres que nous avons, c'est-à-dire nous regardons la dernière loi de règlement de 2017 qui a été votée en décembre 2018, on se rend compte que les dépenses de fonctionnement sont de 52% du budget, c'est-à-dire que 2000 milliards. Donc ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Il est clair dans le rapport de la Banque mondiale pour l'exercice 2017 que 35,5 milliards ont été utilisés pour les dépenses de carburant, que 42 milliards ont été utilisés pour les dépenses, pour les frais de séminaires et les frais de représentation. Donc, je pense qu'on doit pouvoir savoir quel est l'impact attendu. La mesure du Premier ministre n'est pas nouvelle dans le sérail. Certains observateurs préfèrent attendre d'apprécier son application. Mais d'après la Banque mondiale, les réunions ministérielles et autres groupes de travail coûtent chaque année environ 100 milliards de francs CFA au budget de l'État. L'institution de Bretton Woods recommande constamment des actions fortes contre ce qu'elle considère comme de la gabegie. Pas de congé de Pâques pour des élèves en classe d'examen dans la ville de Douala. Certains établissements scolaires publics ont choisi de les maintenir à l'école afin de leur donner les clés pour préparer les examens de fin d'année et surtout remettre à niveau ceux qui ont des difficultés dans certaines matières, dans certaines disciplines à l'école. Reportage Mitterrandam et Julingue Nyondé. Silence absolu, du moins pendant les heures de cours au lycée Mongo-Joseph de Douala. Ici, les élèves en classe d'examen n'ont pas eu droit au congé du deuxième trimestre. La plupart suivaient les cours de remise à niveau organisés dans leur établissement scolaire. Pour moi, les cours de remise à niveau nous permettent de redoubler d'efforts et de mettre au point des parties où nous n'avons pas bien compris et surtout les bêtes noires comme nous avons la mathématique et qui est notre matière de base, la chimie, la SVT. Les cours de remise à niveau pour moi sont importants car au deuxième trimestre, je n'ai pas très bien travaillé et j'aimerais améliorer mon travail pour mieux acquérir des connaissances afin d'avoir mon BPC en fin d'année. Pour les encadreurs, conscients du fait que le troisième trimestre est assez court, il faut mettre un accent particulier sur les matières qui semblent très souvent perturber les élèves pendant les examens officiels. L'enseignant en salle de classe devrait plutôt travailler sur ceux qui ont le plus de lacunes possibles que sur ceux qui sont déjà prêts. Parce que la déformation très souvent dans les salles de classe, c'est que l'enseignant a tendance à aller au rythme de ceux qui comprennent et il y a une grosse quantité d'élèves qui traînent derrière et alors que c'est sur eux qu'il faut travailler. Donc l'accent particulier cette année a été mis sur ceux qui traînent la patte pour rattraper ceux qui sont un peu plus avancés. Même ambiance au lycée Josse dans l'arrondissement de Douala 1er. Les élèves suivent attentivement les cours qui leur sont dispensés, tous déterminés à faire de leur année scolaire une année de succès. J'ai redoublé l'année dernière à cause d'un manque de pratique et je crois que ces cours cette fois-ci apportent plus de pratique et en plus on change d'enseignant donc ce ne sont pas les mêmes qui nous donnent les cours, ce qui nous permet plus facilement de comprendre et de sortir du cadre familial qu'on avait déjà eu avec nos enseignants pour maintenant mieux comprendre et améliorer bien sûr nos performances. L'année passée, j'ai eu des légères différences sur mon travail à cause que je n'ai pas rempli mes matières scientifiques. Donc j'étais nulle sur les matières scientifiques, mais meilleure dans les matières littéraires. Mais en tant qu'élève de la première D, il fallait que je me remette sur mon travail et je vois mes lacunes. Je compte améliorer ce que je n'ai pas pu faire l'année passée. Mettre plus de concentration sur mon travail, puis avoir le trac de l'examen. Le troisième trimestre, qui arrive au pas de course, est la dernière ligne droite pour ceux des élèves qui voudraient améliorer leur niveau afin d'être prêts le jour dit. Vous faites peut-être partie de ces parents qui éprouvent de sérieuses difficultés à aborder des questions de sexualité avec leurs enfants. Pourtant, ce manque d'éducation sexuelle expose ces enfants à de nombreuses dérives. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme. Aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu familial, la question relative à la sexualité est très peu abordée.
Et pourtant, c'est un enjeu crucial pour le développement des enfants et éviter des grossesses précoces, mais également des maladies sexuellement transmissibles. Reportage avec Isabelle Carole Zoupet et Farel Bounia. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la sexualité des enfants. C'est un sujet très peu abordé en milieu familial, mais également en milieu scolaire. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme. Ce manque d'éducation sexuelle expose ces enfants à des risques élevés de grossesse précoce et de maladies sexuellement transmissibles et d'autres dérives sociales. Des pistes de solutions ont été évoquées lors d'un atelier qui s'est tenu à Douala. D'autres détails avec Farel Bounia et Isabelle Carole Zoupet. Malgré la mondialisation en pleine expansion, la sexualité demeure un sujet tabou dans plusieurs sociétés. Une étude menée au Cameroun révèle que plus de 65% des élèves interrogés estiment qu'il est difficile de parler de sexualité avec les adultes et 82,7% de ceux-ci jugent utile que l'éducation sexuelle soit faite par les enseignants. Pourtant, le constat est clair, le défaut d'information sur la sexualité est un mal aux multiples conséquences pour cette couche juvénile. L'on note des grossesses indésirées, des maladies sexuellement transmissibles entre autres. De l'avis des experts, il revient aux parents et aux enseignants d'assumer pleinement leurs responsabilités. Il faut que déjà les parents doivent faire leur travail à la maison et l'école doit aussi revoir les comportements des enfants à travers des modules d'éducation à la sexualité. Nous ne voulons pas que la sexualité de nos enfants va vers la déviance. Les multiples dangers qui menacent l'avenir des jeunes faute d'éducation à la sexualité préoccupent l'UNESCO et les pouvoirs publics qui ont ouvert un atelier visant non seulement à accroître les conséquences des parties prenantes sur le contenu de l'éducation complète à la sexualité, mais aussi examiner les facteurs qui influencent le succès de la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité en milieu scolaire. L'atelier a pour objectif d'analyser les programmes d'études et de formation, tant au milieu scolaire qu'en milieu extrascolaire, pour évaluer le degré de prise en compte de l'éducation sexuelle dans les programmes d'études et de formation au Cameroun, pour qu'on puisse prendre la santé des jeunes et des adolescents en compte, pour qu'ils puissent être à même de pouvoir transformer le devenir des pays. Ce séminaire, qui va s'étendre sur 5 jours, envisage de contribuer à la mise en place d'un environnement où des résultats positifs en matière de santé, d'éducation et d'égalité des sexes soient une réalité pour les jeunes Camerounais, afin que ces derniers déroulent pleinement leur plan de vie. Un drame est survenu près de Mbandjok, dans la Sanaga maritime. Là-bas, un jeune homme a perdu la vie dans un débit de boisson en essayant de séparer une bagarre. Sa mort a provoqué la colère de ses proches. Ils ont mis le feu à ce débit de boisson et les flammes se sont propagées dans les habitations voisines. Le récit des faits avec Kediara. De la cendre à perte de vue, des bouteilles de boissons calcinées, des chaises, ou du moins ce qu'il en reste, totalement détruites par les flammes, du matériel musical, de travail, complètement ravagé. Ce sont des images de désolation qui renseignent sur la nuit tumultueuse qu'ont connue les habitants de Mbambou, petite localité voisine, au village Mbandjok. Pourtant, au-delà de ces désolations, il y a bien pire. À cet endroit, ce même soir, un homme a perdu la vie, arraché sauvagement au cours d'une bagarre qui a mal tourné. Ses bourreaux lui ont enfoncé un bout de bouteille dans le cou. Il n'a pas tenu. Je suis le gérant du bar. On m'a dit qu'il y a un bagarre dehors. C'est là où je suis sorti, arrêter le DJ, qu'il arrête le son. Dès que je sors, je ne voyais pas la bagarre. On m'a seulement dit qu'on a poignardé quelqu'un. Bon, je n'ai même pas vu la personne. Comment cela s'est-il produit? Les témoins racontent que le dénommé Mbogol, au cours d'une vive dispute avec des jeunes du village, a voulu protéger son ami, à qui on réclamait 10 000 francs CFA. Une bagarre éclate
Son ami s'en sortira indemne, mais lui non. Il va perdre la vie au cours de cette scène. Après avoir commis leur forfait, les jeunes bourreaux vont tenter de s'enfuir. L'un d'eux sera immédiatement rattrapé par la famille du défunt, puis conduit à la gendarmerie la plus proche. Ses complices de crime suivront. Normalement, avec la rage, avec les gens qui étaient là, on était prêts à le tuer. Donc, mais je l'ai dit, quand il m'a dit la vérité, j'ai dit aux gens non, arrêtez-le. Certains gens ont voulu lui taper, j'ai dit non, même ça le tuer, j'ai dit que non. Je l'ai entraîné à la gendarmerie. Bon, aujourd'hui, il est en train de dire, de déclarer tout ce qui s'est passé, que vraiment, comme vous voyez, nous sommes au nombre de 5. Et les 5 personnes qui nous ont dit sont déjà à la gendarmerie de Mongo. Pendant ce temps, d'autres jeunes du village vont se rendre sur le lieu du drame et à titre de représailles vont mettre le feu au bar dans lequel il s'est produit. L'incendie va se propager dans le voisinage aux grandes dames des propriétaires. Je vois seulement les gens venir, bon, il nous a attaqué les dents, cassé tout, brûlé le bar. J'ai essayé d'échapper, c'est tout ce que moi je connais comme ce qui s'est passé. Je n'avais rien pris comme d'argent, bon, je ne regardais même pas le côté là, parce qu'il fallait d'abord sauver ma tête. Pour la femme du défunt, la pilule est amère, a du mal à passer. Elle est dans le déni total. Je ne sais pas là où mon mari, je n'arrive même pas à croire d'abord que ce monsieur-là est mort. Parce que je prends cela comme si peut-être c'était un montage. Je ne crois même pas d'abord qu'il est mort. Jusqu'à présent, là, je sais qu'il est en bambou. Je sais qu'il est encore au travail en bambou. Mais je ne sais pas s'il est mort. Je ne sais même pas. Il n'est même pas mort. Il est en bambou. Parce que mon mari est en bambou. C'est là-bas qu'il était parti. Il est en bambou. Il n'est pas là. Quand il m'appelle, Nikez est là, Landry est là, Coucou est là, Kilo est là. Oui. Oui. C'est ce que je sais. Je sais que mon mari n'est pas mort. Mais on dit qu'il est mort. Il n'est pas malade, il n'était pas malade, mais on dit. Ça, c'est les on dit. Les on dit qu'il est mort. Il est mort. Sa maman, quant à elle, est désespérée, au bout du rouleau. Mon fils est mort. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer, je n'ai même pas le courage à vous dire. Je prie seulement Dieu que Dieu me fait, que je sois forte pour que je l'enterre, c'est tout. Les enfants du défunt, 4 au total, du haut de leur innocence, ne comprennent pas encore ce qui s'est passé, mais pourtant, avec leurs yeux d'innocents, ils ne verront jamais plus leur papa en vie. Il ne jouera plus avec eux, il ne prendra plus soin d'eux, car son corps sans vie rentrera dans leur maison, scellé entre 4 planches. Une révélation au jeu FENASCO 2019. Ange-Marie Chuente, arbitre de judo à 10 ans, est le plus jeune officiel de cette compétition. Il a reçu une prime spéciale, tandis que le trophée général des Jeux est revenu à la région du Centre, vainqueur avec 26 médailles en or. D'autres précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Le trophée général des Jeux remis à la région du Centre. Le Centre occupe la première place du podium avec 26 médailles en or, 9 en argent et 15 en bronze, soit un total de 50 médailles à l'issue de la compétition. Nous avons travaillé nuit et jour et le résultat est bon. Le résultat est bon dans la mesure où le centre aussi est sorti meilleur dans toutes les disciplines et nous avons gagné sur l'encouragement que je donne à ces enfants pour pouvoir donc continuer à travailler et travailler pour que le centre reste toujours premier. Du 2 au 7 avril 2019, la 21e édition des finales nationales de la FENASCO Ligue A à Yaoundé a été riche en rebondissements. Si la région du Centre remporte le trophée général, la région de l'Ouest, quant à elle, s'est illustrée de fort belle manière en remportant la finale de volley-ball dames. On a joué une finale contre le Centre, ça n'a pas été facile, mais grâce au conseil des coachs et mes coéquipiers, on a pu arriver là, à ce niveau. Nous sommes très très fiers, très très heureuses les filles, très très heureuses, Toujours de la région de l'Ouest, la jeune Ngetse Sorel
est meilleure judokate dans la catégorie des moins de 48 kg. C'est ma première fois d'avoir un trophée. Je suis très heureuse. J'ai dit mes médailles, ma coupe à mon père et à mes coachs. Mais la plus grande attraction des Jeux FENASCO 2019 à Yaoundé, c'est Ange-Marie Tchente Numbisi. Âgé de 10 ans seulement, le prodige de la région de l'Ouest, arbitre de judo, était le plus jeune officiel de la compétition. Ange-Marie Tchente Numbisi reçoit une prime spéciale des mains du ministre des Enseignements secondaires. Des prix et des trophées, il y en a eu au cours de la cérémonie de clôture. Toute chose qui marque la fin en apothéose de la 21e édition des finales nationales de la FENASCO Ligue A. Si je me réfère aux réactions des observateurs, des athlètes, des encadreurs, je crois qu'on a nettement fait mieux que par le passé. Mais il faut continuer à travailler, il faut rester modeste et travailler pour faire mieux encore à la prochaine édition. La prochaine édition, la 22e, se disputera en Vormeka, dans la région du Sud, en 2020. Et une note à l'étranger avant la fin de ce journal. Après l'Algérie, des manifestations anti-Omar el-Béchir se déroulent à Khartoum, au Soudan. Et des éléments de l'armée soudanaise ont pris des mesures pour protéger les manifestants après que d'autres forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour démanteler ce sitting devant le quartier général de l'armée à Khartoum et d'autres villes soudanaises. Tout a commencé vendredi dernier lorsque des manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la vie chère et demander ensuite la démission du président Omar el-Béchir. Le gouvernement soudanais qui dit que la situation est désormais sous contrôle. S'exprime ainsi le ministre soudanais de l'information ce lundi soir devant la télévision publique soudanaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, c'est nous fallait. L'État ne veut plus financer les missions des ministres et directeurs généraux des sociétés d'État à l'étranger. Le chef du gouvernement précise que seules les missions statutaires seront désormais autorisées à être financées par le Trésor public. Cependant, vous avez suivi des experts qui doutent de l'efficacité de cette mesure du Premier ministre visant à réduire le train de vie de l'État. La Banque mondiale estime que près de 100 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année, à la fois pour ces missions à l'étranger, mais également pour l'organisation de ces comités interministériels et autres groupes de travail au Cameroun. Je crois que Cédric Nouvelet doute parce que ce n'est pas la première fois qu'un chef du gouvernement prend une telle mesure. Effectivement, depuis de nombreuses années, le président de la République lui-même a déploré ce train de vie de l'État extravagant. Plusieurs prescriptions présidentielles avaient été données. Les anciens premiers ministres, eux aussi, avaient sorti plusieurs notes visant à attirer l'attention de leurs collaborateurs, membres du gouvernement, sur la nécessité de réduire le train de vie de l'État. Très peu de choses ont changé, bien au contraire. Des comités se sont multipliés au sein des différents départements ministériels en vue également de pouvoir bénéficier de ces avantages liés à leurs fonctions. Voilà, Cédric Nouvelet, si le temps nous le permet, nous irons également en immersion dans ces camps de réfugiés camerounais, malheureusement, en terre nigériane. Vous avez vu comment ils peinent à pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux, accéder à l'eau potable, à une ration alimentaire suffisante, bénéficier d'un refuge décent pour dormir en toute quiétude, véritable difficulté rencontrée par ces Camerounais qui ont fui la guerre, les affrontements armés entre les forces de sécurité camerounaises et ces groupes séparatistes anglophones. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, rentrer chez eux dans une région en paix, une situation qui est loin de se résoudre depuis près de 3 ans au Cameroun. Bon, merci. Madame, Monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.